Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre télévision BLTV. Alors, vous entendez parler de l'intelligence artificielle, mais pour beaucoup, cette technologie est une histoire des pays développés et pourtant, elle se trouve déjà en Afrique et utilisée par des Africains et même des Béninois. Pour vous le prouver, je reçois pour vous sur ce plateau un jeune Béninois dynamique qui est un ingénieur dans ce domaine, qui a percé le secret de cette technologie et a maîtrisé ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors, après plusieurs années d'études dans ce domaine, il est revenu au Bénin et a décidé de faire profiter de cette technologie à ses compatriotes. Il s'appelle tout simplement M. Songbian Zimé. Cher frère, bonjour et bienvenue sur votre télévision. Merci beaucoup, M. Arnaud. C'est avec plaisir que je me retrouve dans vos plateaux. Et une fois encore, je vous félicite pour le travail que vous avez abattu. Merci. Et une fois, je dis aussi merci à tous les téléspectateurs. Et je les remercie pour ce que vous faites pour qu'ils soient toujours au top de l'information. Très bien. Alors, les Béninois connaissent Songbian Zimé, mais les Béninois ne connaissent pas le parcours de l'homme, le parcours de cette force tranquille qu'ils ont devant eux. Alors dites-nous, qui est véritablement monsieur le docteur Songbian Zimé? Quel a été son parcours pour que les Béninois sachent qu'ici au Bénin, il y a quelqu'un qui maîtrise cette technologie-là qu'on appelle l'intelligence artificielle? Ok, merci beaucoup. Une fois encore, je me présente, je suis Zimé Songbian et je suis docteur en système d'information et algorithme d'intelligence artificielle. Mais bien avant ça, j'ai eu mon bac au CEGEN d'Ali et après j'ai fait l'université de Parakou. Également, j'ai fait HECM. Mais après, j'ai fait un cycle d'ingénieur en mathématiques appliquées, simulation et modélisation à l'université de Bretagne Sud en France. Et c'est suite à cela que j'ai été en Chine, où j'ai une bourse qui m'a permis de faire un doctorat. Et le doctorat que j'ai à faire, c'était en intelligence artificielle. Donc, j'ai soutenu mon doctorat en décembre 2016. Et juste avant mon doctorat, j'ai toujours travaillé. Donc, j'ai été le premier coordonnateur de HECM Parakou. Et après ça, pendant que j'étais en Chine, j'ai travaillé également, où j'ai travaillé dans plusieurs entreprises. Et la dernière entreprise dans laquelle j'ai travaillé en Chine, c'était l'entreprise Huawei. Et après, j'étais allé en Turquie, où j'ai travaillé pendant 3 ans. Et bien avant ça, au Japon, j'ai fait un peu 6 à 7 mois de job avant de me retrouver en Turquie. Donc après la Turquie, j'ai été rappelé où j'ai travaillé au gouvernement du Bénin, donc plus précisément au ministère du Plan et du Développement. Donc j'ai travaillé là pendant 2 ans avant de repartir en France. Et à mon retour, donc j'ai été appelé au ministère du Numérique et de la Digitalisation, où j'ai travaillé en tant que conseiller technique au suivi des projets et réformes pendant pratiquement 3 ans, de 2020 jusqu'en 2023. Donc voilà un peu, sans trop aller dans les détails, et ce que j'ai fait durant tout mon parcours. Merci beaucoup. À vous écouter parler, vous avez beaucoup voyagé, vous avez travaillé dans plusieurs pays et vous avez côtoyé ces pays-là qui maîtrisent un peu ce domaine qu'on appelle la technologie. Alors, vous avez parlé de l'intelligence artificielle. Dites-nous, c'est quoi ce domaine du high-tech? Qu'est-ce qu'on appelle en fait tout simplement l'intelligence artificielle? Ok, effectivement, dans tous les médias, dans les réseaux sociaux, tout le monde parle d'intelligence artificielle. Et nous qui sommes du métier, nous qui l'appliquons tous les jours, on a une autre définition. Mais comme nous avons nos téléspectateurs qui nous suivent, j'aurais voulu faire une définition vraiment très basique pour que chacun puisse comprendre. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle? De façon simple et terre à terre, l'intelligence artificielle, c'est une branche de l'informatique qui développe des systèmes capables d'effectuer des tâches qui, à la base, nécessitent l'intelligence humaine. Donc voilà de façon terre à terre ce que c'est que l'intelligence artificielle. Mais cela inclut plusieurs domaines et plusieurs secteurs. Également, on peut comprendre par là les tâches qui consistent à faire la reconnaissance faciale, les tâches qui consistent à traiter les données et sortir des informations cachées, les tâches qui consistent à automatiser les activités de la routine. Donc voilà un peu, pour ne pas trop embrouiller les téléspectateurs, ce que c'est que l'intelligence artificielle de façon terre à terre.
Alors, quelles sont les possibilités, d'accord, de cette intelligence artificielle-là dans le monde d'aujourd'hui, quand on prend cette technologie? Alors, je voudrais d'abord, je voudrais découper votre question en deux parties. Quelles sont les possibilités qu'offre l'intelligence artificielle et comment fonctionne l'intelligence artificielle? Alors, je vais d'abord commencer par le fonctionnement d'intelligence artificielle. Effectivement, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut comprendre un agent intelligent qui fait même fonctionner la machine en question. Et quand on parle d'agent intelligent, on comprend par là des outils d'analyse. Et des outils d'analyse, ce sont des outils qui sont programmés pour effectuer des tâches, comme je viens de le dire, que normalement, a priori, l'intelligence humaine devrait effectuer. Alors, l'agent intelligent, comme je l'ai dit tout de suite, c'est des outils d'analyse automatiques et autonomes qui font des tâches que l'homme doit faire normalement avec son intelligence. Et nous avons ce qu'on appelle la structure d'agents intelligents. La structure d'agents intelligents, nous avons 4 types d'agents intelligents. Je vais vous amener à comprendre comment l'intelligence artificielle est composée, quels sont les différents types d'agents qui agissent afin d'arriver à la formulation même des algorithmes qui nous permettent, à travers nos terminaux, d'effectuer des tâches de façon simple. Donc, nous avons 4 types d'agents intelligents. Il y a l'agent intelligent simple, sans réflexe, qui agit automatiquement selon l'information du moment. Par exemple, quand on prend les thermostats, tout de suite, quand il fait chaud, la température chute. Donc, à l'intérieur, il y a un agent intelligent qui, pour lui, une fois que la température dépasse les normes, automatiquement, il s'éteint ou bien il change. Donc, ça, on les appelle les agents intelligents simples, sans réflexe. Nous avons des agents intelligents avec état interne. Ça veut dire quoi? Ces agents tiennent compte de l'historique. Donc, ils se basent sur les informations du passé pour pouvoir répondre aux informations actuelles. C'est comme un être humain. Oui. Parce que c'est comme si elle a une mémoire. Oui. Et effectivement, c'est pourquoi il faut d'abord comprendre la composition de tout le système avant de pouvoir parler d'intelligence artificielle. Donc ça, je viens de citer 2 agents. Il y a le 3e agent qui est l'agent intelligent avec but. Donc on lui assigne des objectifs et suite à ces objectifs, il agit non seulement au moment actuel, encore moins des informations du passé, mais suivant un objectif. Les objectifs peuvent être 1, 2, 3, 4. C'est comme les GPS. Vous voyez, quand vous voulez aller quelque part, le GPS, c'est un agent intelligent, mais qui, quand vous voulez aller à un endroit donné, vous mettez l'endroit et il calcule pour voir quelle est la distance qui est plus proche, comment la circulation est, est-ce qu'il n'y a pas d'embouteillage. Donc voilà, c'est un agent intelligent avec objectif. Et enfin, nous avons un dernier agent qu'on appelle agent intelligent avec utilité. À ce niveau, il permet non seulement d'atteindre l'objectif, mais de savoir quel est le niveau de satisfaction. Et il calcule ce qu'on appelle la fonction d'utilité. Donc voilà, de façon vraiment ramassée, pour nous qui sommes dans ce secteur, quand on va vouloir parler d'intelligence artificielle, il faut qu'on comprenne d'abord quel est le type d'agent qui agit. Et suite à cela, on saura comment nous allons constituer les algorithmes pour que nous puissions atteindre les résultats. Alors, pour revenir maintenant à votre question, quelles sont les possibilités qu'offre l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle a plusieurs possibilités et aujourd'hui, moi je parle même d'intelligence artificielle embarquée dans notre vie quotidienne. Embarquée en ce sens que dans tous les secteurs, l'intelligence artificielle peut intervenir et intervient déjà. Donc, je prends cas par cas. Donc, nous avons la possibilité d'automatisation des tâches. Ce qui fait que les tâches de la routine que nous avons l'habitude de faire, on peut programmer des algorithmes, un agent intelligent qui va les faire pour nous et ça nous ramène à se focaliser sur des tâches qui ont plus de valeur ajoutée. Donc, de deux, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle à travers l'analyse des données. Là, sur la base des données que nous avons,
l'intelligence artificielle, on crée un modèle qui permet d'analyser les données et de sortir des tendances et ce qu'on appelle des patterns que l'homme ne peut pas tout de suite voir. Et à travers ces patterns, ces tendances, on peut prendre des décisions avec plus de précision et avec une marge d'erreur très, très, très faible. Après ça, il y a ce qu'on appelle l'assistant personnel en matière d'intelligence artificielle qu'aujourd'hui nos portables utilisent, ou même pour ceux qui ont iPhone, il y a ce qu'on appelle Siri. Il y a pour ceux qui utilisent les Android, il y a ce qu'on appelle Google Assistant. Donc, ce sont des modèles qui sont basés sur l'intelligence artificielle et qui permettent de faire des conversations vocales. Vous lui posez une question, il vous répond, vous demandez des informations, il vous envoie des informations. Donc, voilà, à ce niveau aussi, c'est la possibilité qu'offre l'intelligence artificielle. Dans le domaine de la santé, il y en a également. On peut faire des soins personnalisés, des diagnostics avancés et même des détections des cas de cancer précoce avant que le cancer n'arrive à un niveau plus élevé. Au niveau de l'agriculture, également, on l'utilise pour ce qui concerne ce qu'on appelle l'agriculture de précision, pour faire la prédiction des pluies, des saisons, la prédiction ou bien la détection des attaques au niveau des plantations et autres. Même la quantité d'eau qui La quantité, exactement. Au niveau du transport, au niveau de la sécurité, de la surveillance dans les villes, vous voyez, il y a des systèmes de surveillance automatisés qui permettent de surveiller quand il y a passage d'hommes. Il y a des ampoules aujourd'hui, quand il y a passage, les ampoules agissent, les ampoules s'éteignent, des caméras quand l'homme passe. C'est l'intelligence artificielle qui fait ça. Exactement. Donc aujourd'hui, vous voyez que l'intelligence artificielle a plusieurs possibilités. Et ces possibilités, il va falloir que nous, qui sommes dans le secteur, on puisse expliquer pour que la population comprenne que l'intelligence artificielle n'est pas une affaire d'un pays ou bien n'est pas une affaire des pays développés et que ça se trouve aujourd'hui partout. On vit avec et ça fait partie de notre quotidien. Donc voilà un peu quelques possibilités que je peux vous présenter concernant l'intelligence artificielle. Alors, cette technologie dont vous parlez, effectivement, qui déjà envahit nos espaces et autres, une entreprise, d'accord, qui veut utiliser l'intelligence artificielle, comment est-ce que cela peut lui servir? Dans quel domaine cela peut lui servir, un entrepreneur? Oui, effectivement. Je pense aujourd'hui, c'est une parenthèse que je veux ouvrir. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle le télétravail. La plupart des emplois aujourd'hui au monde, je pense, il y a une étude qui a révélé plus de 60% des activités en Europe et généralement, ça se fait en télétravail. Par exemple, moi, personnellement, aujourd'hui, je suis un consultant international et ce qui fait que je peux avoir des marchés, des consultations un peu partout dans le monde. Les gens n'ont pas besoin de savoir où je suis. Les gens n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce que je fais, mais à travers des plateformes d'intelligence artificielle, on arrive à suivre combien d'heures vous avez travaillé, comment vous avez atteint les objectifs et comment vous évoluez. Et vous restez travailler en communauté avec les autres membres des équipes, avec les autres membres. Alors, la question que vous avez posée, c'est de savoir aujourd'hui un entrepreneur au Bénin, comment il peut bénéficier des bienfaits, des avantages d'intelligence artificielle. Je vais même au-delà d'entrepreneurs et je vais même au niveau individuel, au niveau communautaire et au niveau national. Je vais commencer d'abord par le niveau national. Nous savons que l'État, aujourd'hui, peut utiliser l'intelligence artificielle pour avoir une croissance économique tout en se basant sur les techniques qui vont permettre d'accroître la productivité, la performance et l'efficacité. Ce qu'on peut faire en 2 jours, grâce aux techniques d'intelligence artificielle, on peut le faire en quelques heures. Alors, quand je reviens maintenant au niveau, et ça c'est dans plusieurs secteurs, quand je viens maintenant au niveau individuel, il y a des tâches directement qu'on peut faire en ligne à travers des outils d'intelligence artificielle libres qui sont disponibles et accessibles à tout le monde. On aura le temps de donner quelques exemples. Maintenant, si je reviens maintenant au niveau entreprise, je pense qu'il y a un processus qu'une entreprise doit suivre pour pouvoir bénéficier des bienfaits d'intelligence artificielle. Et la première des choses, c'est d'abord la définition des besoins de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise
quels sont les besoins de l'entreprise. Donc, l'entreprise va procéder à une identification des besoins. Et après avoir identifié les besoins, l'entreprise doit pouvoir savoir, OK, parmi ces besoins, quels sont les besoins que je peux automatiser. Mais avant ça, si l'entreprise n'a pas de compétences internes pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, l'entreprise peut faire recours à un expert comme moi, par exemple. Okay. Et dès qu'on me fait recours, je demanderai quels sont vos services, quels sont vos besoins, quels sont vos clients. Et dès qu'on a ça, on saura quelles sont les tâches qu'on pourra automatiser et quelles sont les tâches qu'on peut toujours continuer par faire comme d'habitude. Parce qu'il ne sert à rien de venir au boulot. Ce qu'un ordinateur peut faire, juste à travers de simples algorithmes, que quelqu'un est là, il le fait, c'est des charges, c'est des dépenses. Encore moins que je doute fort aujourd'hui qu'on peut faire de choses, on peut travailler plus performant que la machine. Parce que la machine, aujourd'hui, moi j'ai envie de dire que la machine est plus intelligente que l'homme. Attention, c'est l'homme qui a fait la machine. Aujourd'hui, l'homme est qui a fait la machine devient plus intelligente que l'homme. Et d'ailleurs, même, je crois que c'est pourquoi on parle de l'intelligence artificielle. Mais si la machine doit devenir plus intelligente que l'homme, là, il y a un problème. Mais c'est la vérité. En plus, c'est la réalité. La machine, aujourd'hui, est plus intelligente que l'homme parce que l'homme n'a pas les capacités de traiter des mégadonnées de façon instantanée. Or, la machine, on peut lui mettre 1 milliard de données. Il suffit juste de faire ce qu'on appelle le dimensionnement et il le fait, il sort en même temps les résultats. Moi, aujourd'hui, il y a des tâches que je ne confie plus aux hommes. Non, ce n'est plus possible. Plutôt aux machines. Aux machines. Et vous êtes sûr qu'avec la machine, oui, vous aurez un bon résultat. Avec la machine, vous êtes autonome de lui poser autant de questions que vous voulez. Or, avec l'homme, à un moment donné, il est fatigué ou bien il ne comprend plus. Et parfois, les résultats des hommes dépendent des humeurs. Or, avec la machine, dès que vous programmez, vous lui dites ce que vous voulez, automatiquement, vous avez vos résultats. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. Au niveau des entreprises, il y a ce qu'on appelle la compétitivité à travers l'intelligence artificielle pour que l'entreprise puisse être plus compétitive au niveau mondial. Parce qu'il aura accès à tout au même niveau que les entreprises qui ne sont pas au Bénin, plus performantes. Après ça, il y a ce qu'on appelle l'innovation. Donc, à travers l'intelligence artificielle, les entreprises peuvent faire des innovations. Par exemple, la gestion des relations clients aujourd'hui, ça c'est du passé ça. On n'a plus besoin d'avoir un homme qui serait en train de gérer, appeler. Ça c'est du passé. C'est du passé. C'est qui fait ça? C'est la machine qui gère ça. La machine, c'est vous appelez, c'est la machine qui vous répond. Vous envoyez des messages selon vos besoins. La machine vous répond. Et à n'importe quel moment, la machine est disponible pour vous répondre. Ça, c'est du passé. Donc, moi, je suis dérangé quand je vois des entreprises qui disent on a encore des gestionnaires des clients. Si c'est pas pour gérer les humeurs, pour gérer des problèmes internes, si c'est des problèmes liés au processus, au protocole et à la démarche de suivi des administratifs et autres, la machine peut le faire. Mais si c'est des problèmes pour dire « Ah, j'ai perdu mon portable », bon, là, je comprends bien qu'il faut un homme pour pouvoir poser des questions. Qu'est-ce qui a fait que vous avez perdu votre portable? Mais si c'est des questions telles que « À quelle heure vous ouvrez? Je veux ouvrir un compte bancaire, par exemple », il faut que la machine soit capable de vous dire du début jusqu'à la fin comment ça peut se faire. Attention. Mais dites-moi, est-ce que cette technologie, effectivement, quand on vous écoute, c'est une technologie qui a beaucoup d'avantages pour les entreprises. Alors, bon, je crois que même aussi pour les communes et pour le pays. Mais dites-nous, est-ce que cette technologie-là n'a pas de conséquences? Forcément. Moi, je dis forcément, elle doit en avoir. Alors, vous qui êtes l'expert, dites-nous. Oui, je pense que cette technologie, comme je viens de le dire, a beaucoup de risques. C'est ça. A des risques, a des conséquences. Et il faut faire très attention. Donc, nous avons premièrement les risques d'éthique. Éthique pour la gestion des données personnelles. Donc, il faut savoir ce que vous mettez dans l'ordinateur. L'ordinateur garde cela pour des années et pour même des générations à venir. Simple exemple, quand vous allez sur Google et vous tapez par exemple médicaments de maux de tête. Demain, vous venez vous taper médicaments de maux de tête. L'ordinateur
sent que vous avez un problème de tête. Et désormais, même sans demander, il va vous proposer des médicaments de traitement de maux de tête. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui, quand vous allez sur Internet, il suffit que vous tapez 2 fois quand vous le dites la chose. Mais après, vous voyez qu'on vous propose des trucs que vous n'avez même pas demandé. Oui, parce qu'en temps, vous avez cherché ces informations 1-2 fois et la machine a enregistré et sait que vous avez un problème. Si vous n'avez pas un problème, vous n'allez pas demander des solutions de telles choses. Ça, par exemple, c'est des modèles d'intelligence artificielle qui sont cachés derrière. Ça, c'est le risque d'éthique. Il y a maintenant ce qu'on appelle le risque technologique. Et à ce niveau, si vous ne savez pas faire, vous devenez dépendant de ces machines et les failles que les données ont, la machine tient compte de ces failles et donne des résultats en tenant compte de ces failles. Ce qui fait que la machine ne sait pas faire la différence entre les failles de données et les vraies données. Donc, il est entraîné sur la base de ce qu'on met comme input. Donc, ce qui veut dire que vous encourez ce qu'on appelle le risque technologique où les erreurs, les biais d'algorithme peuvent vous donner des résultats opposés qui peuvent être un problème de choix de décision. Donc ensuite, il y a ce qu'on appelle les risques légaux et de gouvernance. Donc ces systèmes d'intelligence artificielle, c'est un problème aujourd'hui qui est responsable. On ne sait pas. Effectivement, qui est responsable? Qui est responsable? C'est vraiment un truc qui se pose, effectivement. Et au même moment, on ne saura pas qui est responsable. Il faut que l'État puisse encadrer. Donc, il faut la modification des tests et lois. Et ça, c'est un autre travail. Aujourd'hui au Bénin, je ne sais pas si actuellement, on a des tests et lois qui cadrent l'intelligence artificielle. Il n'y en a pas encore. Donc, tout ça, c'est des risques qui sont liés et il faut tenir compte de ces risques pour savoir que l'intelligence artificielle, non seulement que c'est quelque chose qui fait du bien, mais il faut tenir compte de ces risques et il faut que la population n'utilise pas l'intelligence artificielle de façon naïve. Il faut savoir qu'est-ce que vous mettez et il faut analyser les informations que vous avez en retour. Et tout cela vous permet vraiment de ne pas être exposé au risque. Intéressant. Alors, dites-nous, est-ce que vous pouvez me faire une démonstration de cette technologie artificielle-là? Oui, je vais prendre un seul exemple et que je vais convoyer, ou bien je vais demander à nos téléspectateurs d'essayer ça chez eux. Le chat GPT a été mis en place. C'est un système d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout ce que vous voulez comme information, il faut juste savoir demander et la machine va vous répondre. Encore, si vous avez la version payante, vous balayez plusieurs emplois de votre entreprise. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'avoir un designer. Si vous voulez faire des flyers, des designs, des logos, des posters, il suffit juste de prendre la version payante de ChatGPT et vous lui mettez, vous demandez, faites-moi des flyers sur, et vous mettez le thème et il va vous le faire. Wow. Il suffit juste aujourd'hui d'avoir cette version payante et tout ce qui est court pour l'éducation, tout est accessible. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin et c'est pourquoi je pense le choix du métier est important parce qu'il y a plusieurs métiers que l'intelligence artificielle fait aujourd'hui qu'on n'en a plus besoin. Donc, il faut qu'on puisse aller vers ce qu'on appelle le développement ou bien la reconversion parce que quelqu'un qui a un diplôme depuis plus de 5 ans, il va se dire, moi je suis vieux, je ne peux plus. Moi, je leur conseille de faire ce qu'on appelle la certification sur les domaines spécifiques. Et dès qu'ils ont la certification, ça serait facile pour eux de pouvoir entretenir leur boulot. Et si vous n'avez pas de boulot, à travers des certifications, vous pouvez trouver des boulots de télétravail où vous pouvez être payé. Et aujourd'hui, quand vous trouvez un emploi en télétravail, on vous propose déjà le chat GPT. On dit, bon, l'entreprise dispose d'un compte chat GPT et vous l'utilisez. Quand vous avez des traitements à faire, vous demandez et l'ordinateur vous donne des réponses et vous essayez de les ajuster. Donc voilà un peu, pour une démo claire et simple d'intelligence artificielle, il y a déjà le chat GPT qui est disponible en ligne, qui offre tout. Je dis bien qui offre tout. Il faut juste savoir demander. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Peut-être si on a d'autres opportunités, on pourra guider la population, que ce soit au niveau communautaire, au niveau entreprise, au niveau individuel, pour les amener à utiliser certains outils qui sont gratuits, qui sont disponibles, qu'ils peuvent utiliser pour régler des problèmes
aujourd'hui, je ne comprends plus qu'on puisse faire une demande d'emploi ou bien un contrat ou bien qu'on puisse toujours écrire à main. Amen. Vous demandez ChatGPT, je veux une lettre de motivation, il vous sort ça automatiquement. Je veux un modèle de business plan, il vous sort ça automatiquement. À vous maintenant d'ajuster les données pour avoir ce que vous voulez. Et même des questions de justice, des questions de santé, des questions d'éducation. Donc toutes ces questions sont prises en compte. Il reste maintenant de les adapter à vos besoins au contexte. Donc il faut qu'on aille vers ce qu'on appelle la valorisation des données et la production des contenus au niveau local. Maintenant, pour ce qui concerne les entreprises, c'est vrai, on comprend aujourd'hui que l'intelligence artificielle offre beaucoup d'opportunités, mais pour développer des solutions au niveau local, moi j'ai fait une expérience et j'ai vu que c'est coûteux. Et c'est à ce niveau, moi je voudrais que, au niveau du gouvernement, qu'il puisse avoir un système pour accompagner des initiatives qui entrent dans ce cadre. Parce que tout le monde a droit à l'information. Peu importe votre situation géographique. Mais pour y arriver, avec ChatGPT, tout le monde a accès à l'information. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas été à l'école, il y a une fracture numérique. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Donc, c'est pourquoi j'ai essayé, par exemple, au Bénin, on a plusieurs langues. Et vous savez, il y a des langues qui ont été prises en compte par Google, il y a d'autres langues qui n'ont pas été prises en compte. Et quand je prends, par exemple, une langue, le Bariba, parce que moi je suis Bariba, je le dis ouvertement, j'ai voulu créer un système d'intelligence artificielle qui, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas été à l'école, prend son ordinateur ou bien son portable. Vous avez voulu, vous avez créé? Oui, mais j'ai compris que il faut beaucoup d'investissement. Et je vous le dis de façon simple, je vous explique. Pour créer un modèle qui permet, quand vous prenez votre portable, vous lui demandez aujourd'hui c'est quel jour en votre langue, ou bien aujourd'hui quelle est la température, ou bien quelle sera la température demain. Quand vous posez la question en votre langue, il faut qu'il reconnaisse d'abord votre langue, qu'il puisse retrouver votre langue dans la base et il convertisse votre langue en français, parce que les informations sont disponibles en français, il les ramène maintenant en français, il les traduise en votre langue et il vous donne la réponse en votre langue de façon audio. Et ça, il faut créer d'abord un dictionnaire. Et moi, j'ai créé par exemple le dictionnaire de la langue Bariba. Et le dictionnaire que j'ai créé aujourd'hui, ça fait plus de 10 000 mots. Mais ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, le dictionnaire... Vous avez créé un dictionnaire en Bariba de 10 000 mots. Oui, et qui... Oui, vous pouvez poser une question en Bariba, il vous répond. Mais il vous répond pas écrit. C'est ça. Et vous devez écrire. Mais quand on veut le faire en audio, vous savez, le problème qui se pose, c'est que il va falloir les 10 000 mots. Quand on prend un seul mot, il va falloir que ce seul mot vous permettez à plus de 5, 10, 15 personnes répètent le même mot. Par exemple, si je veux dire Akunando, ça veut dire bonjour. Oui. Il faut que bonjour, un enfant dit ça, un vieux dit ça, une femme dit ça, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est dans les bruits, quelqu'un, pour que tout cela, on puisse permettre à l'ordinateur d'apprendre cela et que désormais, l'ordinateur sait que quand on dit bonjour, voici ce que ça veut dire en français. Mais il faut collecter plusieurs informations pour qu'il puisse reconnaître, peu importe là où vous vous trouvez, pour qu'il sache que exactement c'est ça que vous êtes en train de dire. Donc, on quitte d'abord le dictionnaire, ensuite on traite l'information et on arrive maintenant au niveau des phrases pour pouvoir faire la reconnaissance vocale. Et là, on utilise le modèle qu'on appelle NLP, Natural Process Language. Donc, voilà un peu un exemple terre à terre que je voudrais donner. Alors, quand on vous écoute, on voit que c'est vraiment une technologie qui a beaucoup d'avantages. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez parlé des risques et autres. Mais ces risques-là, aujourd'hui, au regard de tout ce que l'intelligence artificielle peut faire, est-ce que pour nos pays africains, où nous parlons de chômage, est-ce que ce n'est pas dangereux pour nos pays? Oui, moi je pense qu'au contraire, c'est une opportunité parce qu'il est aussi important qu'on s'adapte aux réalités, à la révolution technologique. Donc aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un diplôme et d'espérer que c'est déjà fini. La formation doit être continuelle. Et c'est pourquoi même ceux qui n'ont pas eu
la chance de faire des formations dans le domaine de l'informatique, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ils ont cette possibilité de se faire former en ligne. Donc, moi, ce que je conseille, c'est vrai, c'est bien clair. Par exemple, le métier de traitement d'images, où en temps, on devait aller dans les studios pour traiter les images. On avait besoin dans les studios où ils vont faire des vidéos traitées. Aujourd'hui, tout le monde fait ça en ligne. Il suffit juste de prendre une application d'intelligence artificielle et ça se fait. Le métier de traduction, où en temps, il fallait un traducteur à côté. Aujourd'hui, il y a des applications simples qui permettent de le faire. Donc, il y a plusieurs métiers qui, aujourd'hui, ont été automatisés avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Un. De deux, il y a des métiers où on n'a plus besoin de la présence humaine. Ces métiers se font en ligne. Il faut juste l'homme pour vérifier et certains aspects, pour prendre en compte certains aspects que l'ordinateur ne prend pas en compte. Alors, qu'allons-nous faire? Ou bien ceux qui, aujourd'hui, ont fait des formations traditionnelles et ils voient leur métier être remplacé par l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Je pense que la réponse est simple. Donc, ils doivent se former, aller vers la certification. Et aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes qui offrent des formations en ligne. Donc, si vous avez, par exemple, c'est un exemple que je donne, vous avez un master en histoire-géographie, vous savez qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne histoire-géographie, si les données existent, il y a des modèles d'intelligence artificielle qui permettent de les créer. En effet. Pour ce qui concerne la géographie, comme je viens de le dire, avec les GPS, tout et autres, on peut le traiter. Mais qu'est-ce que vous faites? Pas pour autant que vous allez rester à la maison pour dire parce que l'ordinateur fait mon travail, je ne peux plus le faire. Donc, vous devez vous inscrire pour faire des formations certifiantes en ligne qui vont vous valoriser et vous permettre d'être compétitif sur le marché de l'emploi. Donc, la première des choses, c'est vraiment aller vers une revalorisation des acquis et ensuite une formation continue certifiante qui vous donne maintenant les compétences qui sont aujourd'hui demandées sur le marché de l'emploi. Très bien. Alors, après tout ce que vous venez d'expliquer, dans tout ce que vous venez d'expliquer là, vous avez travaillé avec le gouvernement à votre retour. Quels sont les domaines de l'intelligence artificielle où vous avez agi, vous avez travaillé avec le gouvernement béninois ou bien au pays ici, qui sont visibles aujourd'hui sur le terrain? Oh oui, avant de parler des éléments visibles sur le terrain sur lesquels moi personnellement j'ai travaillé en tant que conseiller technique au suivi des projets et réformes de la digitalisation et du numérique, je voudrais d'abord dire que depuis 2020, où je suis, le gouvernement a participé à la mise en place d'un certain nombre de stratégies, telles que la stratégie de e-éducation, la stratégie de e-agriculture, la stratégie de e-justice, la stratégie de la cybersanté. Donc, il y a beaucoup de stratégies qui constituent le socle, la fondation, le départ de tout ce qui va suivre comme solution dans le domaine de IT. Maintenant, pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, nous avons travaillé pour le cadrage. Et le cadrage, c'est la stratégie nationale d'intelligence artificielle qui a été adoptée, qui donne aujourd'hui la possibilité ou qui constitue la fondation pour tout ce qui sera comme solution d'intelligence artificielle au Bénin. Après ça, dans le domaine de la santé, il y a la télémédecine où nous avions travaillé pour sortir vraiment la stratégie de la télémédecine au Bénin, où avec toutes les composantes. Aujourd'hui, si vous avez des solutions en télémédecine, vous savez par où commencer parce que tout a été tracé, tout a été identifié et tout est clair et on sait quand c'est question de télémédecine, par où commencer, quels sont les axes prioritaires, quelles sont les stratégies prioritaires, quels sont les sous-projets, quels sont les programmes, quels sont les projets et comment tout a été priorisé. Donc voilà un peu. Il y a aussi ce qu'on appelle le big data, c'est vrai. Il y a une loi sur l'accessibilité aux données qui est en cours et je pense que tout ça, ça offre la facilité à tous ceux qui veulent entreprendre et même le pays dans le secteur d'intelligence, dans le domaine d'intelligence artificielle. Très bien. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Vous avez développé ce que c'est que l'intelligence artificielle. Vous êtes revenu sur les possibilités et un certain nombre de choses que vous avez déjà, qui ont été réalisées au Bénin dans ce domaine-là. Alors, un dernier élément, vous allez dire à nos chers amis entrepreneurs qui vous ont écouté et qui veulent vraiment s'investir dans ce domaine-là. Quel conseil avez-vous à leur donner?
Oui, je pense que d'abord, que ce soit les entrepreneurs ou les individus, ils doivent faire la différence entre l'intelligence artificielle et la digitalisation. La digitalisation, c'est un autre secteur, on aura le temps de revenir sur ça après. Mais pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, la première des choses, il faut qu'ils arrivent eux-mêmes à comprendre les concepts de base. Et la compréhension des concepts de base, ça peut se faire n'importe où, en ligne, partout dans les médias. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est l'identification des opportunités qui s'offrent dans leur secteur d'activité. Donc, suivant leur secteur d'activité, ils doivent savoir qu'est-ce que l'intelligence artificielle prend en compte et quelles sont les solutions d'intelligence artificielle qui sont exploitées dans ce secteur. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est vraiment l'adaptation de façon graduelle. Donc, à travers des formations, des séminaires, des groupes de travail, ils doivent vraiment s'intégrer, avoir un réseau, un réseau de communication, un réseau de communauté. Et la dernière chose que je pense qui est important pour eux, il faut qu'ils prennent en compte le risque d'éthique, comme je viens de le dire, à travers ce qu'on appelle la protection des données à caractère personnel. Tout en utilisant l'outil, sachez que vous encourez un risque. Et ce risque, comment vos données personnelles, votre vie privée est protégée. Et enfin, la dernière des choses, ils peuvent visiter les plateformes de communauté telles que les LinkedIn. Et il y a plusieurs plateformes qui offrent vraiment des catalogues d'opportunités, de formation dans le domaine d'intelligence artificielle. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Bien, merci beaucoup, Monsieur Zimé. Vraiment, vous avez effectivement, comme vous l'avez dit, développé ce domaine-là. Et vous avez permis à nos chers amis téléspectateurs de comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez écouté Monsieur Zimé, le docteur Zimé, qui nous a expliqué ce que c'est que l'intelligence artificielle, qui nous a montré les possibilités de cette technologie-là, qui aujourd'hui n'est plus une technologie des pays développés, comme il l'a dit, mais aujourd'hui nous vivons avec l'intelligence artificielle. À nous de savoir comment l'utiliser, à nous de savoir les risques qu'il y a dans ce domaine, ce que nous devons prendre, ce que nous devons utiliser, ce que nous devons laisser, pour essayer de nous construire. En ce qui concerne les entrepreneurs, il a expliqué, c'est un domaine où il y a plusieurs possibilités. Comme je viens de le dire, à vous de savoir choisir pour développer votre entreprise. Il est également, comme il a dit, un ingénieur dans le domaine de la digitalisation. Nous allons revenir sur ce que c'est que la digitalisation. Nous allons parler également de ça. Donc, restez câblés. Nous allons revenir également pour cette deuxième partie. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission sur Talents du Bénin, cette émission qui révèle les talents de notre pays.